Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voulais remercier la SRLF de l'invitation pour discuter avec vous sur la pression motrice, marqueur de gravité ou objectif thérapeutique. Donc, je vous propose rapidement de revoir la définition et la mesure de la pression motrice et de répondre à chacune des deux questions posées et de voir, pour finir, un certain nombre de limites à cette problématique. Il me semble que le terme de pression motrice a été introduit au premier plan de la littérature internationale par Marcelo Amato, mais dans un papier de 1998, où d'ailleurs il a été probablement un des premiers à introduire la notion de ventilation mécanique protectrice dans un papier brillantissime et extrêmement controversé où la ventilation protectrice était associée à une amélioration considérable de la survie par rapport à l'époque la ventilation conventionnelle. Et vous voyez que la ventilation protectrice à l'époque incluait la pression motrice définie par une pression plateau moins la PEP à maintenir en dessous de 20 cm d'eau. Donc, la pression motrice, c'est apparemment quelque chose de très simple. C'est une différence de deux pressions alvéolaires, celle qui est à la fin de l'inspiration, et plus d'ailleurs que la PEP, celle qui est à la fin de l'expiration, donc la PEP totale. Donc, elle est représentée ici sur quelque chose que vous connaissez très très bien, donc chez un malade qui est en volume contrôlé à débit constant d'insufflation. Donc, c'est la ligne rouge qui est là, entre la pression alvéolaire de fin d'expiration que vous avez par la pause expiratoire et la pression alvéolaire de fin d'inspiration que vous obtenez par la pause de fin d'inspiration. Donc, ces lignes rouges en volume contrôlé, elles résulte du volume courant que vous avez vous-même prescrit, et en pression contrôlée, c'est elle qui va générer le volume courant. Donc c'est le moteur un petit peu du volume courant en pression contrôlée. Alors, la compliance, c'est le rapport, vous l'obtenez en divisant le volume courant par cette pression motrice. Et donc, si vous renversez l'équation, la pression motrice, c'est le volume courant divisé par la compliance. Comme on sait que la compliance, finalement, est une estimation du volume pulmonaire aéré, vous avez, avec la pression motrice, une espèce d'estimation du strain. Et du coup, en réalité, derrière ce strain, donc un strain global ici de 2,5, vous avez deux types de strain. Celui qui, de façon statique, est lié à la présence de la PEP et le strain dynamique qui est lié au volume courant que vous allez mettre au-dessus de ce volume pulmonaire téléexpiratoire. Et dans cette très belle étude expérimentale du groupe de Gattinoni, donc, ils ont modifié progressivement, donc, pour un même strain global, le strain dynamique a été diminué progressivement et compensé par une augmentation progressive du strain statique par des combinaisons donc, de PEP et de volume courant. Et donc, ils ont testé ça sur le risque de lésion pulmonaire induite par la ventilation mécanique. Et vous voyez que le critère le plus simple, le poids du poumon, qui est un marqueur de l'œdème pulmonaire, eh bien, il était considérablement influencé par le type de strain et il n'y avait pas d'augmentation du poids du poumon quand vous aviez un strain dynamique qui était minimisé. Et c'était également retrouvé sur des marqueurs de l'inflammation, l'IL6 en l'occurrence, dans le liquide de lavage alvéolaire ou dans le sérum, qui diminuait progressivement avec l'augmentation progressive du strain statique et la diminution progressive du strain dynamique. Donc on va revenir à la première question posée qui était est-ce que c'est un facteur pronostic? Apparemment oui, d'après un certain nombre d'études que je vais vous montrer. D'abord cette étude brillantissime d'Amato, donc finalement qui continue sur son idée et qui montre dans ce papier d'il y a un petit peu plus d'un an une relation tout à fait statistiquement significative entre l'augmentation de la pression motrice ici, P plate moins PEP, et le risque relatif multivarié. Donc vous voyez qu'il y a même un effet seuil, c'est-à-dire qu'à partir de 15 cm d'eau, vous voyez que le risque relatif va passer au-dessus de 1. Et alors de façon... donc là, c'est l'analyse de Cox tout à fait classique. Vous voyez qu'on a un risque relatif qui est de 1,41, donc 41% de surmortalité. En réalité, comme la gamme de mesures ici, le pas de la pression motrice était 7 cm d'eau, finalement, on a une augmentation de 6% par augmentation de 1 cm d'eau de la pression motrice. Alors, il a fait par une analyse de médiation une approche conceptuelle, c'est-à-dire qu'il nous dit que finalement, on a ici les deux déterminants de la pression motrice, la PEP et la pression plateau. Quand les deux montent en parallèle, c'est-à-dire quand la pression motrice reste constante, pas de variation du risque relatif de mortalité. Quand par contre, vous augmentez la PEP, on observe une diminution du risque relatif de décès, mais si vous arrivez, c'est ce qu'il a fait, à matcher pour la pression plateau, c'est-à-dire que vous avez effectivement une pression plateau qui reste constante, ceci est obtenu par une diminution de la pression motrice. Ça veut dire que les PEP élevés peuvent ne pas être protectrices, tout va dépendre de l'effet sur la pression motrice. Et à l'inverse, ici, si vous arrivez à matcher pour la PEP, donc l'augmentation de la pression plateau qui est associée à une surmortalité, elle va effectivement avoir lieu si on a en même temps une augmentation de la pression motrice, ce qui suggère que les pressions plateau élevées ne sont pas toutes forcément délétères, tout va dépendre de l'impact, de l'effet sur la pression motrice. Donc ça, c'est une approche conceptuelle qui est extrêmement importante, mais qui finalement, pour l'instant, n'est pas validée.
Alors, je vais vous présenter 4 études de confirmation, enfin qui vont un petit peu dans le même sens. Une première étude faite sur une très large étude multicentrique observationnelle, donc en France, dont l'objectif était de mesurer l'incidence du cœur pulmonaire aigu au cours du SDRA. Vous voyez qu'au seuil de 18 cm d'eau, effectivement, la pression motrice est un facteur de risque de survenue du cœur pulmonaire aigu. Et au seuil de 15 cm d'eau, c'est un facteur de risque de survenue du décès du patient, avec un nœud de ratio qui était à 2,26 dans cette étude. Sous ECMO également, donc c'est Mathieu Schmitt qui a rapporté ces résultats récemment. Donc les patients sous ECMO, ici pendant 3 jours, ont comme facteur de risque également indépendant la pression motrice, avec toujours cette surmortalité de 6% par une augmentation de 1 cm d'eau de pression motrice. Avec nos collègues de Marseille, on avait poolé nos 2 cohortes Accurasis et Prozeva et confirmé également que la pression motrice était un facteur de risque indépendant de mortalité, toujours à peu près la même grandeur, 5% de surmortalité par centimètre d'eau d'augmentation de pression motrice, mais on avait un petit peu pondéré les résultats en disant que finalement des résultats similaires pouvaient être obtenus avec la pression plateau. Et puis l'étude de Lengsafe que Laurent a présentée tout à l'heure, eh bien, incluait également le rôle de la pression motrice. Elle confirmait, donc là c'est les Kaplan-Meier, qui vous montrent que la survie est plus élevée chez les patients qui ont une pression motrice qui est inférieure ou égale à 14 cm d'eau par rapport aux malades qui ont, au moment de l'inclusion, une pression motrice qui est supérieure à 14 cm d'eau. Comme l'a dit Laurent, donc une fraction simplement des patients avaient une mesure de la pression plateau, à environ 40%. Donc effectivement, ce n'est pas forcément représentatif de ce qui s'est passé à l'échelon des 2300 SDRA qui avaient été collectés. Alors, regardons si c'est potentiellement un objectif thérapeutique. Ça paraît logique que ça découle des données précédentes, mais ce n'est pas si évident. C'est-à-dire que pour obtenir, par exemple, une pression motrice de 15 cm d'eau, quand on part de 20 cm d'eau, on pourrait dire que pour une même compliance, on va diminuer le volume courant de 0,4 à 0,3 ml. Mais finalement, la même pression motrice de 15, elle peut être obtenue pour le même volume courant qu'ici, si la compliance est plus élevée. Ça, c'est du fait de la collinéarité entre les différentes variables. Alors, néanmoins, on a pour l'instant une étude expérimentale qui a essayé de regarder ceci. C'est donc Paolo Pelesi et une équipe brésilienne sur un protocole expérimental très bien rodé, où ils ont finalement ciblé 3 types de pression motrice transpulmonaire. On va en reparler rapidement. Donc, un objectif bas, 7,5 cm d'eau. Un objectif moyen, 10 cm d'eau, et un objectif élevé, 12 cm d'eau de pression motrice transpulmonaire, par différentes combinaisons de PEP et de volume courant. Ils ont fait différentes analyses chez ces rats, des analyses morphométriques, des analyses biologiques, et au final, finalement, on a 2 stratégies qui minimisent le VILI. C'est d'une part une stratégie où effectivement il y a une pression motrice transpulmonaire basse, mais par la conjonction d'une PEP et d'un volume courant bas, et d'autre part une stratégie où la pression motrice est plus élevée, mais dans laquelle on a de faibles volumes courants associés à une PEP élevée qui maintiendrait le volume pulmonaire aéré. Ça rejoint un petit peu l'approche qu'on a vue avec Gattinoni tout à l'heure. Alors je voulais finir avec 4 limites, disons, de la pression motrice transrespiratoire. D'une part, la collinéarité avec les autres variables, c'est-à-dire la compliance et la pression plateau, ça on l'a déjà évoqué, et l'analyse de médiation de Hamato avait permis de contourner ce problème. La pression motrice transpulmonaire, un petit point sur la mesure, et enfin, qu'est-ce qui se passe en ventilation spontanée. Ici, donc, on a vu ces 2 figures tout à l'heure. Là, on a rajouté un 3e signal qui est la pression ésophagienne. On a la même ligne rouge qui relie la pression ésophagienne à des binules en fin d'inspiration et en fin d'expiration. C'est la pression motrice transpariétale. Si on la soustrait à la pression motrice transrespiratoire, on va avoir peut-être quelque chose de plus pertinent qui est la pression motrice transpulmonaire. Et donc, tout récemment, ce papier avait repris les données de EPVANT 1, l'étude de Daniel Talmor, et finalement, vous avez ici la pression motrice transrespiratoire et transpulmonaire ici pour 2 éléments. D'une part, la différenciation entre les survivants et les décédés, et vous voyez que finalement, la pression motrice transpulmonaire porte la même information que la pression motrice transrespiratoire. Effectivement, les 2 sont plus basses chez les patients qui vont survivre que chez ceux qui vont décéder, dans la limite où finalement, vous voyez les mesures, elles s'arrêtent à H24. Et d'autre part, par contre, la pression motrice transpulmonaire et non transrespiratoire sont capables d'évaluer l'effet de l'intervention. C'est-à-dire que la pression motrice transpulmonaire à H24 est plus basse dans le groupe interventionnel, donc PEP guidé par la pression ésophagienne, que dans le groupe de contrôle, contrairement aux données de la pression motrice transpulmonaire
respiratoire. Un deuxième petit point, c'est sur la mesure. Donc on mesure habituellement la pression plateau précocement à 0,5 secondes après la pause téléinspiratoire, mais finalement après il y a le problème de la PEP et de la peptote. Et donc dans une petite lettre dans Intensive Care Medicine qu'on a publiée récemment avec Mehdi Mezzidis chez 23 patients avec SDRA, on se rend compte que si on utilise la PEP totale par rapport à la PEP, eh bien on aura une différence significative de pression motrice, quel que soit le moment d'ailleurs où vous mesurez la pression plateau. Ça veut dire que la PEP finalement surestime la pression motrice transrespiratoire par rapport à la PEP totale. Donc quelque chose qu'il faut peut-être avoir en tête quand on fait les mesures, puisqu'on peut avoir de la PEP intrinsèque chez les patients avec SDRA. Enfin, qu'est-ce qui se passe quand on est en ventilation spontanée? Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est des malades qui sont intubés, sédatés, curarisés, passivement ventilés. Qu'est-ce qui se passe quand on ventile spontanément? Parce que finalement, on a bien aussi une pression motrice en ventilation spontanée. On a cette très belle étude de Georgopoulos qui, chez une série de plus de 100 malades avec insuffisance respiratoire aiguë, majoritairement des SDRA, a comparé une première période dans laquelle les malades étaient en volume contrôlé, sédatés, plus ou moins curarisés avec des objectifs de protection ventilatoire. Et puis ensuite, les malades sont placés en ventilation proportionnelle, en PAV. Et donc, regardez ce qui se passe en médiane. Donc, globalement, on a une compliance qui va augmenter en PAV. Et les patients vont tirer avantage de cette augmentation de compliance en augmentant le volume courant, mais en maintenant la pression motrice dans la même gamme de protection, de protection, entre guillemets, au cours de la ventilation conventionnelle. Ça veut dire que finalement, quand vous voyez ici la relation linéairement négative entre la différence de pression motrice entre volume contrôlé et PAV par rapport à la pression motrice en volume contrôlé, ça veut dire que chez un patient qui a une pression motrice élevée en volume contrôlé, eh bien, le patient va diminuer sa pression motrice en ventilation spontanée. Par contre, quand le patient a une pression motrice basse en volume contrôlé, il va l'augmenter en PAV. Donc, en permettant un feedback au patient avec la PAV, mais dans ce modèle particulier, eh bien, on peut avoir donc un contrôle de la pression motrice apparemment. Alors, vous me direz, c'est la PAV, mais néanmoins, il est possible de mesurer, c'est quelque chose, je pense qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire et de raisonner, il est possible de mesurer la pression plateau en aide inspiratoire et donc du coup d'avoir la pression motrice en aide inspiratoire. C'est l'équipe de Pesenti qui fait ça déjà depuis plusieurs années. Là, c'est encore un papier récent. Donc c'est un patient qui est réellement en aide inspiratoire, vous voyez l'effort inspiratoire. Eh bien, en faisant une pause téléinspiratoire, le patient arrive à se relaxer. Vous voyez qu'il n'y a pas d'effort inspiratoire détectable sur le signal de pression œsophagienne. Observez quelque chose de très important qu'il faut intégrer, c'est-à-dire que la pression plateau du système respiratoire devient supérieure à la somme de l'aide fixée par rapport à la PEP, c'est-à-dire que la pression musculaire va se mettre dans le système respiratoire et du coup vous pouvez avoir donc une pression plateau transrespiratoire, une pression plateau transpulmonaire et accéder potentiellement à la mesure de la pression motrice même en aide inspiratoire. Donc pour conclure, seuls des essais randomisés seront capables de répondre à la question posée, donc est-ce que c'est un facteur, est-ce que c'est un objectif thérapeutique, est-ce qu'il est utile aux malades? On a vu qu'il serait quand même important de prendre en compte le niveau de PEP total dans le calcul de la pression motrice. Et le dernier élément, c'est que bon, on a cette cible de 14-15 cm d'eau qui est peut-être un objectif raisonnable à maintenir, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que la pression plateau reste une valeur sûre et c'est quelque chose qu'il faut continuer à mesurer donc très régulièrement et à maintenir en dessous de 28 cm d'eau chez le malade avec SDRA. Je vous remercie.